Bonjour à tous. Donc, on se retrouve pour notre troisième numéro autour des webinaires Flupa. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler aujourd'hui d'un sujet assez sérieux qui nous a touché pour le coup, c'est justement le Covid. Donc, on a avec nous deux personnes qui se sont investies justement pour aider les services de santé, pour aider les personnes un peu plus fragiles qui vont nous faire un retour d'expérience, qui vont nous donner un peu leur point de vue, pourquoi ils se sont engagés là-dessus, et justement les différents types de projections, de solutions qu'ils ont souhaité mettre en place. Mais avant de démarrer avec eux, on va faire un point rapide très rapidement sur la partie justement Flupa. Alors, je vais activer le partage de mon écran. Voilà. Donc, ça va faire quelque chose de... Non. Parfait. Hop là. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Parfait. Donc, je fais juste un rappel rapide sur l'association Flupa. Donc, l'association Flupa, dans laquelle on déroule ces webinaires en ligne, c'est une association qui a qui porte une attention toute particulière justement autour de l'expérience utilisateur, c'est-à-dire le service et l'usage qu'on met en place justement pour réaliser des produits ou des services pour les usagers. Donc c'est un rassemblement de 19 antennes qui se situent principalement sur 5 pays. Donc il y a la France, la Belgique, le Luxembourg, le Québec et la Suisse. Et c'est une communauté d'à peu près 7000 membres à l'heure actuelle. Donc, on essaye de faire des meet-up de manière mensuelle qui ont été un peu ralentis avec les événements actuels. Mais ces meet-up servent justement à animer des conférences, partager autour d'expériences, créer des ateliers ou même challenger ses propres ateliers face à un public. Donc ça sert à ça, c'est vraiment, on va dire, des incubateurs justement et des zones d'éveil autour de l'UX pour se former, pour apprendre de nouvelles choses et pouvoir échanger avec potentiellement des personnes un peu plus seniors sur le domaine. Donc pour exister, ces associations ont besoin d'adhérents. Et si vous, du moins, on incite fortement les gens à adhérer à la FLUPA pour nous aider à animer de plus en plus d'ateliers, avoir de plus en plus justement de sujets de manière qualitative et qui nous aident à la fois à animer des événements locaux et à la fois nationaux qui se déroulent justement autour des US Day ou des US Camp. On va faire un focus très rapidement sur les US Day. Donc les US Day, nous avons souhaité reculer un tout petit peu la date volontairement face à la situation. On avait annoncé une date en octobre. On a préféré la décaler légèrement le 27 et le 28 mai prochain, toujours à la Cité des Sciences et de l'Industrie, toujours à Paris. Et alors pourquoi on a souhaité justement le reporter, c'est on avait encore trop peu de visibilité sur les conséquences sanitaires et les processus justement à mettre en place et les inconvénients que ça pouvait apporter. Donc on préfère faire quelque chose de qualitatif justement sur le mois de mai avec un peu plus de sécurité plutôt que de prendre un peu trop de risques en ce moment. Le deuxième événement qui se déroule dans l'année, donc on avait fait le dernier sur Montpellier, c'est les US Camp. Les US Camp sont en 2 journées. Une première journée autour de conférences où on apporte justement une éveil via des speakers sur des domaines bien précis. Et la deuxième, c'est un énorme, on va dire, camp sur lesquels on peut justement proposer des ateliers et challenger ses propres ateliers face à un public. Donc, il y a un système de vote et tout le monde peut se dire, tiens, aujourd'hui, je souhaite faire un atelier sur le design sprint, sur le gaming, sur le management, tout autre. Il faut juste que ça tourne autour de l'expérience utilisateur.
Donc le dernier, il a été fait à Montpellier. Et ce qu'a fait Sébastien, et pour le coup, on le remercie, il a fait un travail justement où il a recontacté tous les speakers, et tous les intervenants justement dans le cadre des UIST Camp. Il a recensé l'intégralité des ateliers. Vous pouvez les reconsulter sur la page uistcamp.flupa.eu/atelier. Et là, vous allez avoir l'intégralité de tous les événements qui ont été déroulés pendant cette journée-là. La Flupa est disponible sur différents types de réseaux sociaux, donc que ce soit LinkedIn, Facebook. On a une chaîne YouTube qui recense justement à la fois les vidéos, du moins les vidéos online, les restitutions autour des conférences des US Days, ce genre de choses. Donc je vous invite à vous abonner dessus. On a un Slack où on partage à la fois des outils, des méthodes. On peut challenger avec des personnes un peu plus seniors ou justement aider pour du mentorat des personnes un peu plus juniors. Donc il y a un vrai espace collaboratif là-dessus. Et justement un Twitter qui nous permet justement de diffuser en mode rapide différents types de messages. Alors, très rapidement, je vous présente le programme. Donc, on a 2 super intervenants ce soir. Donc, on a justement Sébastien Lost qui va nous présenter le design et urgence. Donc, de 9h de 18h à 18h20. Désolé, c'est le décalage. Donc, Sébastien nous fait l'honneur de venir. Alors, c'est bien parce qu'on quadrille la France. Donc, Sébastien est du côté de Bordeaux. Et la deuxième partie, c'est Marie-Cécile de la Taille, qui est du côté de Grenoble, donc d'est en ouest, qui va nous parler de la collaboration et bénévolat en temps de crise. Donc, je vais passer la main maintenant. Hop là. Arrêtez le partage. Alors, Sébastien, je te laisse prendre la main. Ouais. Alors, désactiver le partage d'écran. Parfait. Alors. On va commencer comme ça. Bon, tout d'abord, ça va? Vous m'entendez bien? Oui, on t'entend très bien. Parfait ici. Ok, nickel. Je mets un petit chrono histoire de pas trop dépasser. Bonjour, donc moi je m'appelle Sébastien Lost, je suis designer numérique freelance. Je travaille essentiellement sur des outils web. Je suis architecte de formation. C'est là où j'ai appris et conçu ma vision du projet et du design. Et je suis également intervenant en UX design dans différentes écoles bordelaises. Je suis, comme tu le disais Jocelyn tout à l'heure, également membre de l'équipe Flupa, notamment sur les événements UX Days, UX Camp et animateur de l'antenne de Bordeaux. Et le 17 mars, comme beaucoup d'entre nous, je me suis posé la question, qu'est-ce que je vais faire enfermé chez moi? Comment je peux me rendre utile? Comment je peux donner du sens à cette situation un peu inédite, un peu étrange? Donc j'ai cherché sur Internet, j'ai trouvé assez rapidement parce que ça bougeait pas mal, qu'il y avait pas mal de choses qui s'activaient. Et je suis tombé sur un hackathon qui s'appelle le Hacking Health Camp, qui était censé avoir lieu à Strasbourg durant 3 jours, comme tous les ans, qui est un hackathon qui est dédié au métier de la santé et de l'innovation. Et forcément, ce hackathon ne pouvait pas avoir lieu. Health Factory, qui est à la tête de cette initiative, avait décidé d'en faire un événement dématérialisé qui, au lieu de durer 3 jours, allait durer 6 semaines. Avec une quarantaine de projets qui ont rassemblé, je crois, quelque chose comme 800 personnes.
Et moi, le 18 mars, lendemain du premier jour de confinement, j'étais sur mon ordinateur, sur Slack, et j'intégrais successivement deux équipes projets. La première, c'est une équipe dirigée par Thierry Pellassia, qui est médecin urgentiste au SAMU de Strasbourg, qui évidemment était la tête dans le guidon, puisque lui, il était en charge du SAMU de Strasbourg en plein pendant la crise épidémique du Grand Est. On a monté ensemble une web app qui s'appelle Reguled, et qui a été conçue en 2 jours, enfin qui a été développée en 2 jours dans une première version, qui ensuite a été améliorée et qui est qui est devenue opérationnelle sur le terrain, c'est-à-dire dans le SAMU de Strasbourg, une semaine plus tard, et qui a été utilisée pendant ce qu'on appelle aujourd'hui la crise du Grand Est. Le deuxième projet sur lequel j'ai travaillé, c'est qui est un projet de visio ultra simplifié, sans connexion, sans installation. Le porteur de projet, c'est Stéphane Luçon, qui a une vision, je dirais, humaniste des choses, et qui avait été touché par cet article qui était paru dans la presse d'un médecin italien qui disait les gens sont en train de mourir dans les couloirs, ils veulent juste parler une dernière fois à leur famille, ils peuvent pas le faire. Je leur prête mon téléphone pour qu'ils puissent faire un appel pour dire au revoir. Donc il y avait cette idée derrière un peu dramatique et un peu humaniste. C'est un beau projet qui a rassemblé beaucoup de gens et qui de la même façon a été développé ultra rapidement et qui était en place, je crois, 8 jours après le début, et qui depuis est toujours en place et fonctionne extrêmement bien. Je vais donc commencer par vous présenter ces deux projets en essayant de pas trop m'attarder, même si c'est des projets qui sont un peu complexes. Reguled tout d'abord, et dans un second temps, je ferai plus particulièrement un retour d'expérience sur ma position de designer par rapport à ces projets, par rapport à la crise d'une manière générale. Reguled tout d'abord, c'est un projet qui essaye de répondre à 3 problématiques majeures qui ont été rencontrées par le SAMU de Strasbourg. Le premier problème, c'est que avec la crise, le nombre d'appels a été multiplié par 3. Ça veut dire que début mars, 800 appels supplémentaires étaient reçus par le centre d'appel, et ces 800 appels concernaient le Covid. Une maladie émergente avec des consignes qui changeaient régulièrement, on l'a tous vécu, faut mettre un masque, faut pas mettre de masque, faut prendre des médicaments, mais attention, non, finalement, faut pas prendre d'ibuprofène, etc., etc. Donc des choses qui changeaient régulièrement, et c'est normal, c'est une situation de crise. Des gens qui étaient inquiets, donc des gens qui appelaient parfois alors que c'était pas utile, mais qui avaient besoin d'être rassurés. C'est donc 60% des appels des appels Covid qui ne nécessitaient pas d'hospitalisation, mais qui nécessitaient néanmoins des conseils, des consignes à l'oral, des appels qui du coup étaient très longs, beaucoup plus longs que les appels classiques. Un appel classique, c'est en gros 3 minutes. Un appel Covid, en moyenne, c'est 10 minutes. Des consignes qui sont très longues et qui nous amènent à un deuxième problème, qui est un problème qui existe dans toutes les relations soignant-patient. Des études montrent que dans la relation soignant-patient, tout de suite après qu'un soignant ait délivré ses consignes, 40% en moyenne des informations sont mémorisées et 60% passent à la trappe. Là, dans le cas présent, on est sur des consignes qui sont très longues, qui concernent une maladie émergente, avec des choses un petit peu compliquées. Les gens sont en situation de stress. Il se trouve que ces 3 caractéristiques sont les caractéristiques qui font que la proportion mémorisée diminue. Le second problème, il n'est pas du côté des patients cette fois, mais il est plutôt du côté du SAMU, et il concerne l'homogénéisation du message délivré. Thierry Pellassia, qui est donc le porteur du projet, mais qui est aussi chef de service du SAMU de Strasbourg,
dit lui-même que les consignes, elles sortent de la tête des opérateurs. Parfois, ils en oublient un peu une partie. Parfois, les mots changent d'un soignant à un autre. Et puis, selon la personne qu'on peut avoir au téléphone, peut-être que la manière de dire les choses parfois peut changer. Il n'y a pas de message préécrit très homogénéisé. Notre solution, c'était donc un dispositif double, d'une part qui permet d'envoyer ces consignes par SMS. Ça double évidemment le côté oral, hein. Les consignes sont données à l'oral et puis en parallèle elles sont envoyées par SMS. Et enfin la deuxième partie du dispositif, c'est un questionnaire d'auto-suivi qui est élaboré spécifiquement pour les gens qui ont appelé préalablement le SAMU. Si bien que c'est un questionnaire qui, en seulement 8 questions, peut dire s'il est utile ou pas de rappeler le SAMU. L'idée étant de diminuer le nombre de rappels, sachant qu'on constate que beaucoup de gens appellent une première fois et puis finalement, plusieurs heures après, rappellent parce qu'il y avait ce doute et cette inquiétude, ce stress qui était vraiment quelque chose de très présent pendant le confinement et pendant la crise du Covid. Pour rentrer un tout petit peu dans quelque chose d'un tout petit peu plus concret, en gros, je vais vous montrer quelques écrans. Côté administrateur, on va dire, le SAMU est en capacité de créer une consigne en lui donnant un titre, en lui donnant un texte. Cette consigne, elle va être enregistrée en français, mais elle peut être enregistrée dans 8 langues différentes, si bien qu'elle peut aussi être envoyée dans 8 langues différentes. Une fois que la consigne est enregistrée, moi je suis opérateur du SAMU, je reçois un coup de fil. J'ai identifié que la personne que j'ai au téléphone répond à tel ou tel type de diagnostic. Je sais donc quelle consigne je dois lui donner à l'oral, mais aussi celle que je dois lui envoyer. Ici, je choisis par exemple la première des 2 consignes. Elle s'affiche au format SMS et ça me permet de l'avoir aussi sous les yeux au moment où je lui parle et d'être raccord avec ce qu'elle va recevoir et du coup de favoriser ainsi la mémorisation. Cette consigne donc peut être envoyée dans différentes langues. Le patient reçoit un SMS avec l'ensemble de la consigne, si bien que même s'il a raccroché, on tombe pas dans ce cycle de l'oubli. Je suis au téléphone, on me donne des consignes, je raccroche, j'en ai oublié la moitié. Là, cette fois-ci, on va avoir un support, le SMS, qui va nous permettre de revenir sur ce qui a été dit et de pouvoir s'en souvenir plus facilement. Et puis, ce SMS va contenir un lien vers un questionnaire, qui est un questionnaire d'auto-suivi. Et ce questionnaire va permettre en 8 questions de savoir si, oui ou non, je dois continuer simplement mon auto-suivi avec cette espèce de petit mode d'emploi qui est la consigne par SMS qui m'a été envoyée, ou si je dois maintenant contacter le SAMU parce que je rentre dans un cas qui nécessite une hospitalisation. Auquel cas, on le voit là sur la vue en mobile, on a un bouton d'appel direct qui apparaît, qui nous permet d'appeler directement le SAMU et de rentrer en contact avec le SAMU. On a également un récapitulatif des réponses qui ont été données, qui peuvent éventuellement être une base pour un premier échange avec le SAMU. Le second projet sur lequel j'ai travaillé, toujours bénévolement, l'ensemble de ces 2 projets, c'est des projets sur lesquels j'ai passé à peu près 300 heures bénévoles durant 6 semaines, mars-avril, on va dire. C'est un projet de visio simplifié, sans connexion, sans installation, qui a été imaginé par Stéphane Luçon avec toute une équipe de développeurs assez nombreuse, assez talentueuse et très investie, très engagée. L'idée, c'est de fournir une application qui puisse être utilisée notamment dans les EHPAD, dans des situations d'isolement par des personnes âgées, etc.
Donc l'idée, c'est vraiment d'être sur quelque chose d'extrêmement simple. Actuellement, le site ressemble à peu près à ça. Un petit formulaire dans lequel on rentre un numéro de téléphone, celui de la personne avec qui on souhaite discuter. Je rentre mon nom. Je vais jouer le rôle de la grand-mère qui est dans un EHPAD. J'écris mamie. J'envoie à mon petit-fils et mon petit-fils il reçoit un message qui lui dit mamie veut te parler, clique sur ce lien. Il clique sur le lien, ça ouvre une visio sur son téléphone et de son côté, mamie, juste après ce formulaire, elle est elle aussi redirigée sur une visio et la grand-mère et son petit-fils peuvent se parler très simplement. C'est un système qui est pas révolutionnaire, en tout cas qui aujourd'hui peut ressembler à des systèmes qui existent parce qu'il y en a beaucoup qui ont émergé avec la crise du Covid. La volonté qui est derrière cet outil-là, c'est de rendre les choses simples pour des gens qui sont pas forcément habitués à ce genre d'outils. Aussi, quand Stéphane m'a parlé de son projet, c'est un peu comme ça que je l'ai perçu. C'est un truc en 2 étapes, ça va très vite, c'est très simple. Je suis une grand-mère, il y a une infirmière qui arrive et qui me dit est-ce que vous voulez parler à votre petit-fils? J'ai une tablette, si vous voulez, vous pouvez le voir dans la tablette, il va vous parler. La grand-mère, elle dit bah oui, je veux bien. En fait, ça y est, le petit-fils, il est là, c'est de la magie. Moi, j'ai un peu perçu ça comme ça. C'est un peu le modèle mental de l'idéal, le modèle mental, on va dire, du patient. Mais c'est moi qui l'imagine et c'est peut-être mon idéal à moi et pas forcément l'idéal du patient. Donc, il faut aussi en être conscient en tant que designer. Mais en discutant avec l'équipe de développement, qui eux sont les mains dans le cambouis, on s'aperçoit que le modèle conceptuel, le modèle de la réalité des faits du développement, ça ressemble plutôt à ça. Donc ça, c'est le modèle conceptuel, c'est tout ce qu'il y a derrière. Comment on passe de cette première étape à cette seconde étape, en faisant des choix, en étant confronté à des contraintes, en suivant des parcours, un oui, un non, qui mènent à des choses différentes, et puis des messages d'erreur et des choses comme ça. Et derrière ces 2 étapes simples, ce parcours qu'on voudrait idéal, en fait, derrière, il y a des choses très compliquées. Moi, ce que je retiens de ce projet, c'est que mon rôle, c'était d'essayer que ça reste toujours ce qu'on voyait, et que ça, ce soit uniquement quand on était en discussion avec l'équipe qu'on ait accès à ce genre de choses. Être designer pendant une crise sanitaire, surtout pendant une crise sanitaire majeure, inédite, qu'est-ce que ça signifie en fait? Et surtout, qu'est-ce que ça signifie de travailler comme ça sur des projets bénévolement dans ces conditions-là? Pour moi, je retiens 4 mots qui, pour moi, sont significatifs de cette expérience. Le premier mot, c'est guérilla. Parce que quand on est confiné, on est chez soi, mais en fait, on est tous chez soi, donc tout le monde est dans sa maison, personne n'a le droit de sortir. Quand on se déplace, on peut pas aller très loin, il faut sortir avec des attestations, on est tous dans cette espèce de même bain. On est dans le cadre d'un hackathon, il n'y a pas de moyens financiers, on est bénévole, c'est délocalisé, on est aux 4 coins de la France. Moi, j'étais à Bordeaux, Nathalie Molinès était à Lyon, Thierry Pellassia, médecin urgentiste, était à Strasbourg. Notre développeur sur Reguled était à Strasbourg aussi, Thomas Litt. Pas moyen d'aller faire du shadowing, hein. On va pas aller se mettre au-dessus de l'épaule des opérateurs du SAMU qui est complètement en surchauffe. On est en pleine crise du Grand Est. Donc on fait même pas de la guérilla, on fait de la guérilla au rabais. On n'a pas accès aux utilisateurs. On peut pas aller dans les EHPAD, quand bien même on ferait un logiciel de visio spécialement pour les EHPAD, eh ben on peut pas entrer dans un EHPAD, on peut pas aller demander à une grand-mère ou à un grand-père ce dont il a besoin, ce qu'il fait, etc. Donc tout ça, il faut oublier.
La solution, et c'est le hackathon finalement qui le permet, et parce que c'est dans l'ADN du hackathon, bah, c'est le MVP. Donc c'est faisons-le et puis on verra bien. Donc on le fait, on crée une appli, on va vite, c'est moche, mais au moins ça existe. Et puis on balance ça sur le terrain et on va voir ce que ça donne. On a fait de notre mieux, on a fait en sorte que ce soit fonctionnel, ça marche. Il y a le minimum vital dedans, mais ça fait ce que c'est censé faire. Est-ce que il y a des gens qui l'utilisent et est-ce que ceux qui l'utilisent nous font des retours positifs? Ça, c'est ce qui nous sauve et c'est ce qui nous permet, dès lors qu'il est au point, d'avoir là pour le coup des retours utilisateurs nombreux qui sont hyper utiles et qui nous permettent d'itérer. Donc le MVP, c'est le substitut, on va dire, de l'UX Research sur des périodes de crise comme celle-là, en tout cas dans mon expérience. Le second mot, c'est le hacking. Le hacking au sens de je fabrique un masque respiratoire avec un masque de plongée de chez Decathlon. Le hacking, c'est inévitable quand on travaille dans le digital et qu'on veut faire une application pour l'écosystème de la santé en France, en tout cas, parce que c'est un écosystème qui est extrêmement fermé. Il n'y a pas d'API. Quand il y en a, c'est compliqué de s'y greffer. Il faut des autorisations, notamment par exemple pour la gestion de lits d'hôpital. Il n'y a pas de moyen de se plugger sur certains logiciels, comme le logiciel qui est utilisé par le SAMU actuellement. Il n'y a pas d'interopérabilité, ou en tout cas, c'est pas facile. Les données sont sécurisées, donc il y a aussi plein de bonnes raisons que tout ça soit compliqué. Un exemple, on met au point un système pour envoyer des SMS pour le SAMU de Strasbourg. Le SAMU de Strasbourg, il utilise un logiciel qui est un logiciel de téléphonie. Quand ils reçoivent un appel, le numéro de l'appelant s'affiche. Donc nous, on se dit, super, très simple, on va récupérer le numéro de téléphone directement et du coup, on n'aura même pas besoin de le taper. Là, ça, c'est pas possible. On peut pas récupérer le numéro de téléphone depuis le logiciel parce qu'on peut pas s'interconnecter avec le logiciel en question. Pas grave, on fera un copier-coller, on va recopier le numéro qui s'affiche. Pas possible, on peut pas faire un copier-coller dans ce logiciel pour des questions de sécurité. Ok, donc dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est juste que l'opérateur, il va lire le numéro de téléphone à l'écran et puis il va l'écrire sur un formulaire qui est à côté, sur un autre écran. Voilà, c'est ça, c'est du hacking, c'est du patch, donc c'est aussi ça, développer des solutions digitales pendant une crise. Troisième mot que je retiens, c'est designer. Est-ce qu'on a sa place en tant que designer dans une crise majeure? On n'est pas pompier, on n'est pas épidémiologiste, qu'est-ce qu'on a à faire là? Moi, c'est une question que je me suis posée très tôt. La réponse, c'est que il s'agit de résoudre des problèmes, il s'agit de créer des outils. Donc notre place, elle est complètement là. Même si les conditions sont pas optimales, on revient à l'essentiel. Et au même titre que l'écrivain pendant la guerre, bah, il reste un écrivain et il continue d'écrire. Le designer en période de crise, il reste designer et il continue d'avoir sa manière de penser, puisque le design, c'est avant tout une tournure d'esprit, une manière de réfléchir les choses et d'aborder les problèmes. Et en période de crise, c'est une compétence qui a tout son sens. Et enfin, et ce sera le dernier mot, l'idéal. À mon sens, le designer en période de crise, il doit être garant d'un certain idéal, il doit s'efforcer d'éviter à l'équipe de prendre des raccourcis un peu faciles parce que face à une situation qui est parfois complexe, on a tendance à oublier ou à aller vers des choses un petit peu réflexes. Je pense par exemple sur Instant Visio, qui est un projet, encore une fois, avec une vision très humaniste, à un moment donné se poser la question de est-ce qu'à la fin de la visio, on mettrait pas un système de notation, parce qu'on a quand même envie de savoir si les gens apprécient notre outil et s'il est aussi bon que ce qu'on voudrait qu'il soit. Mais est-ce que c'est bien le moment? Est-ce que c'est bien le moment en pleine crise du coronavirus?
quand une grand-mère est dans un EHPAD ou quand quelqu'un est dans un couloir d'hôpital, peut-être en très mauvaise santé et en train d'utiliser ce système de visio très simple parce que c'est ce qu'on lui a proposé, parce que c'est ce que l'infirmière lui a proposé. Est-ce que c'est bien le moment d'aller lui demander de mettre 3 étoiles ou 4 étoiles pour nous dire si c'est un bon outil ou si c'en est pas un? Moi, à mon sens, non. Donc, je suis le designer, c'est aussi ça. C'est aussi ne pas oublier qu'il y avait un idéal à la base et essayer d'aider l'équipe à ne pas l'oublier et à le poursuivre. Et c'est aussi savoir rester à sa place en toute humilité, pas faire des effets waouh comme on peut avoir tendance à le faire quand on est designer, et garder à l'esprit qu'on est dans une situation de crise qui fait peur à beaucoup de gens, qui est stressante et dont on peut sortir, mais qui nécessite des outils simples et pas nécessairement des outils dans la séduction ou dans l'effet. Voilà. Merci de votre attention. C'est tout pour moi. Si vous avez des questions, si vous avez envie d'échanger, c'est avec plaisir. Alors, oui, il y a une première question. Alors, la première, c'est... Alors, comment avez-vous réalisé les études post-lancement des 2 solutions, malgré le confinement-déconfinement? Alors, attends, ça a un peu sauté. Tu peux me redire? Alors, comment avez-vous réalisé les études post-lancement des 2 solutions? Alors, les études de post-lancement, c'est-à-dire qu'est-ce que ça implique? Alors, les études plutôt auprès des utilisateurs? Alors, attends, je vais voir si on peut inviter la personne à prendre la parole. Je pense que c'est l'analyse. Je pense que c'est l'analyse globale après lancement de tes 2 solutions. Ouais. En fait, alors pour Reguled, alors l'avis, on va dire, des utilisateurs, le retour des utilisateurs qu'on a pu avoir sur les 2 applications, il s'est fait de 2 manières différentes. Pour Reguled, en fait, donc dans le cadre du SAMU, Thierry Pellassia, qui est quelqu'un qui est très sensibilisé aux études, à la psychologie sociale et à des choses comme ça, a mis en place d'abord un groupe de travail pour réfléchir et pour rassembler, un peu comme sur l'idée d'un focus group, on va dire, pour réfléchir à comment on peut faire évoluer cet outil. Ça, c'est une chose. D'autre part, il a mis en place un double système. Le premier, c'est un questionnaire auprès des opérateurs du SAMU, 22 opérateurs et médecins ont été interrogés pour savoir ce qu'ils pensaient de cet outil. Donc, on a eu pas mal de retours qui étaient plutôt positifs, mais qu'il faut savoir aussi tempérer. Par exemple, on nous a dit c'est super, mais ça arrive 3 semaines trop tard, ce qui est vrai. C'est arrivé le 31 mars, donc on a entamé le travail le 18 mars. Le 31 mars, c'était opérationnel sur le terrain. Pour autant, ça arrivait quand même trop tard. Même si en 15 jours, on a envoyé 800 SMS, ce qui est pas rien, ça fait un appel sur 3. D'autre part, 24 heures après que les gens aient reçu leur SMS, on les a rappelés pour savoir ce qu'ils en pensaient. Et là, on a eu des retours qui pouvaient être surprenants dans le tout premier jour, hein, notamment des gens qui disaient bah oui, j'ai bien reçu un SMS, mais c'est vachement anxiogène. Moi, j'ai trouvé ça assez étonnant, mais il se trouve que les consignes qui étaient envoyées, les textes qui étaient envoyés, n'étaient pas passés par le filtre du designer. C'est des consignes qui étaient écrites par le corps médical, ce qui est bien normal. Donc, j'ai demandé à les lire. Et là, on se retrouve un peu dans ce qu'on appelle l'UX writing, c'est-à-dire que moi, j'ai lu le SMS, j'ai trouvé ça effectivement vachement anxiogène. Parce que pour une raison très simple, c'est que quand tu reçois un SMS, parce que on te dit que tu peux rester chez toi, mais que dans le SMS, il y a écrit que ton risque de contamination est faible. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que le risque que tu aies été contaminé est faible, auquel cas ça veut dire, grosso modo, je suis pas malade, ou est-ce que ça veut dire que
tu peux rester chez toi parce que ton risque de contaminer les autres, ta famille, est faible. Auquel cas, ça veut dire l'inverse. Ça veut dire que tu es malade. Du coup, ces phrases qui sont ambiguës créaient quelque chose qui était de l'ordre de l'anxiété et du stress. Et du coup, était plutôt mal vécu. Alors, on a eu quelques retours de ce type-là, ce qui fait qu'on a tout de suite changé la formulation de certaines consignes pour être dans un texte un petit peu plus humain, un peu plus facile à comprendre, avec plus d'évidence, on va dire. Ça, c'est pour Reguled. Et pour Instant Visio, il y a dès le début du projet un petit chat, un petit chatbot qui a été mis en place sur le site et qui permet en fait d'envoyer un petit mot pour dire j'arrive pas à me connecter, ça marche pas, etc. Donc il y a eu beaucoup de gens qui l'ont utilisé. Derrière, il y avait souvent ou Stéphane ou Hugo qui étaient en direct et qui pouvaient répondre en direct, qui ont donc tout de suite amassé énormément d'informations sur ce que pensaient les utilisateurs. J'avais un autre truc en tête qui m'échappe. Ah oui, et bien sûr, on avait aussi beaucoup de contacts de gens qui, eux, avaient accès aux EHPAD. Donc, c'est des animatrices, des infirmières, des gens qui sont dans un rapport peut-être un peu plus commercial aussi avec les EHPAD et qui, eux, nous ont fait beaucoup de retours. Et donc, c'est aussi le côté guérilla de chez Guérilla, il est aussi là. C'est-à-dire que sur Slack, on se retrouve dans des discussions sans fin avec les infirmières, avec les animatrices que j'ai questionnées pendant plusieurs dizaines de minutes. Je les remercie d'avoir été suffisamment patientes pour répondre à toutes mes questions. Est-ce que vous pouvez m'envoyer des photos? Est-ce que je peux voir à quoi ça ressemble, etc. Et donc là, parfois, il y a des surprises aussi. On reçoit une photo et là où on pense voir une jolie tablette avec notre appli dessus, on s'aperçoit qu'en fait, pas du tout. Dans un EHPAD, l'ordinateur est énorme, il est posé sur une espèce de table stérilisée sur roulette que les infirmières poussent d'une chambre à l'autre et ça ressemble pas du tout à ce qu'on s'était imaginé. Voilà, je déborde un peu de la question, mais ça couvre à peu près l'ensemble des retours utilisateurs qui nous ont été utiles une fois en production. Alors, je vais une dernière question parce que je vois le temps un peu passer. Alors, est-ce que vous avez analysé le parcours émotionnel pour concevoir ces applications? Si oui, comment vous avez fait? Merci Jenny pour cette très bonne question. Non, on l'a pas fait. Et j'ai envie de dire, on l'a évidemment pas fait parce qu'on n'a pas accès aux gens. Donc la seule chose qu'on peut faire, c'est d'imaginer le pire, tout simplement, pour être sûr de pas faire de faux pas, on va dire. Donc l'idée, c'était justement d'éviter un peu tous les trucs un peu de mauvais goût ou qui seront pas venus au bon moment ou qui n'ont pas leur place, de respecter la promesse, on va dire, à 1000%. Donc quand tu dis que tu es un logiciel de visio sans connexion, tu fais un logiciel de visio sans connexion. Tu ne demandes pas aux gens s'ils veulent te mettre une bonne note ou s'ils n'ont pas envie. Si tu dis que tu n'enregistres pas de données, tu n'enregistres pas de données. Mais voilà, à part ça, non, c'est pas allé plus loin que ça pour une raison très simple, c'est qu'on n'avait pas accès aux gens. Après, l'émotion des gens, elle est davantage prise en compte dans les retours qui nous sont faits, et notamment sur Instant Visio, par exemple, il y a quelque chose qui est intéressant. Alors, je m'éloigne peut-être un peu de ta question, Gianni, parce que ce sera moins dans l'idée de l'émotion, mais sur Instant Visio, par exemple, on se disait, la personne qui est dans un EHPAD, qui prend la tablette, il y a l'animatrice est à côté, elle lui demande c'est quoi le numéro de téléphone de ton mari que tu veux appeler et j'écris quoi, Odette? Ah non, il t'appelle Dodo, alors on va mettre Dodo, et puis comme ça il reçoit un SMS avec écrit Dodo veut vous parler. Sauf que la vieille dame qui a 90 ans, son mari, il en a 87, et lui en fait quand il reçoit un SMS, il comprend pas de quoi il s'agit, et ça on l'avait pas du tout prévu au début. C'est-à-dire que pour nous, toute la complexité, elle était du côté de l'EHPAD et du côté de cette vieille dame qui allait appeler, mais on n'avait pas imaginé que la personne qu'elle allait appeler, qu'elle allait contacter par un SMS, c'était aussi une personne qui serait en difficulté. Donc, il a fallu réfléchir à ça. Comment tu fais pour que
un papy, une mamie qui reçoit un SMS qui lui dit ta femme ou ton mari veut te parler en visio. Lui, il sait pas ce que c'est la visio, il clique, mais en fait, le lien est pas cliquable sur son téléphone parce qu'il a un vieux téléphone où en fait les SMS ne transforment pas les URL en liens. Donc comment je fais Les infirmières nous apprennent qu'en fait, systématiquement, elles appellent avant, c'est-à-dire elles appellent avant d'envoyer un SMS. Donc on rentre dans des systèmes qui sont un peu ubuesques. Donc, comment on fait pour résoudre ça et pour faire en sorte que notre système n'apporte pas plus de troubles et de stress que l'on ne veut en faire disparaître? Et ça passe par des petites solutions très simples, des storyboards, des petites bandes dessinées qui explicitent juste en 4 bulles comment ça fonctionne. Et puis, très rapidement, c'est des choses qu'on envoie aux gens pour un peu les déstresser par rapport à cette utilisation, qu'on donne aux familles dès qu'on les voit, etc., pour que tout le monde soit au courant du fonctionnement et s'aperçoive que ça fonctionne de manière très simple. En tout cas, merci pour toute la présentation, parce que franchement, c'était top. Sébastien, c'était très intéressant. Et donc, on va passer au deuxième sujet. Donc, Marie-Cécile, ça va être à toi. Ouais. Alors... c'est à moi de prendre la main? Ou c'est... Ah, attends. Allez. Est-ce que vous voyez bien? De notre côté, ça semble bon. Ok, super. Alors moi, je suis intervenue sur d'autres types de problématiques par rapport à ce que Sébastien nous a raconté. Du coup, un petit peu moins, on va dire, grave. Mais effectivement, en fait, j'ai eu la même réflexion dès le début du confinement, de savoir comment est-ce que moi, UX designer, je pouvais mettre mes compétences au service et pour aider en fait parce que je voyais plein de gens qui parlaient de bénévolat, de volontariat, etc. Mais ni professionnels de santé, ni autres métiers qui étaient un peu sur le devant, le devant, enfin dehors en temps de crise. Comment aider quoi. Donc l'envie d'aider, du temps à donner puisque confinement oblige. Et du coup, j'ai cherché pas mal de temps comment faire justement pour m'investir. Je me suis inscrite sur quelques sites qui commençaient à proposer du volontariat, alors de tout type, hein, ça pouvait être de l'aide aux voisins, comme de l'aide plus professionnelle. J'ai commencé à suivre des groupes sur Facebook ou sur Slack de gens qui proposaient des projets, d'investir dans des projets en tant que bénévole, donc d'un plan plus professionnel, dont le Slack qui a été créé sur Flupa. Et puis j'ai commencé à réfléchir à d'autres manières de faire aussi, de pouvoir apporter quelque chose en fait. C'était vraiment mon but, c'était comment est-ce que je peux apporter ma pierre quoi. Et donc de toutes ces réflexions et recherches, en fait du coup j'ai travaillé sur 2 projets différents. Un pour lequel du coup j'ai collaboré en tant que bénévole, donc j'ai intégré une équipe qui a été constituée. Et l'autre c'est un projet que j'ai monté. Donc, juste très rapidement, moi, je suis consultante indépendante en design d'expérience utilisateur. Je suis à Grenoble et en fait, je me suis lancée en indépendante 2 ou 3 semaines avant le début du confinement
Donc autant vous dire que c'était pas tellement le moment, d'où en fait le temps que j'avais pour pouvoir m'investir sur des projets et des sujets qui m'intéressaient. Le premier projet, du coup, pour lequel j'ai collaboré, c'est le collectif Free et Dispo qui m'a contacté. Donc Free et Dispo, en fait, ça a été un collectif de freelance de l'événementiel et de la communication qui, pendant le confinement, se sont engagés à apporter des compétences à différentes structures en difficulté et qui avaient des projets en lien avec la crise et qui avaient donc besoin de compétences professionnelles pour mener à bien ces projets. Donc un jour, et ça a été finalement très peu de temps avant la fin parce que c'était au mois de mai, j'ai été contactée par une personne de chez Free et Dispo qui m'a parlé de ce projet des blocs, qui était un projet déjà en cours et que le besoin était très urgent. En gros, ils m'ont contacté le lundi pour que je commence dès le lendemain matin. Et pour la petite anecdote, j'avais un souci d'ordinateur à ce moment-là, donc j'ai quand même réussi à me débrouiller. Et donc, il m'a présenté, il m'a mis en relation avec le chef de projet, qui m'a présenté donc des blocs, qui est une plateforme de contenu multidisciplinaire, gratuite et en accès libre, qui est destinée aux jeunes de 13 à 18 ans et aux jeunes isolés en particulier. C'est un projet, cette plateforme, qui est à l'initiative de 15 acteurs associatifs. Et c'est un projet qui a été porté par l'association Les Petits Débrouillards. Leur but, c'était de garder un lien avec les jeunes avec lesquels ils avaient l'habitude d'être en lien, mais physique. Et donc, leur but, c'était de pouvoir garder un lien avec ces jeunes pendant la période de confinement. De pouvoir proposer quelque chose de complémentaire à l'éducation nationale, donc aux programmes scolaires et aux plateformes qui ont été développées par le gouvernement, de type Lumni par exemple, et de pouvoir proposer une continuité assurée, plutôt une continuité éducative, mais avec un ton un peu plus décalé et humoristique. Donc bien évidemment, j'ai accepté. Donc, je suis arrivée sur le projet qui avait déjà bien avancé. Ils avaient déjà le concept, ils avaient une charte qui était quasiment calée. Ils avaient déjà des maquettes. Ils avaient même commencé à développer le site, principalement le back office, mais ils avaient commencé un peu à travailler un peu le front. Et en fait, quand ils ont commencé à présenter tous ces éléments-là aux différentes associations qui étaient parties prenantes, il y a eu pas mal de retours. Globalement, pas très positifs. Enfin, un peu sur la réserve de la part des associations, sur l'ergonomie et l'expérience utilisateur. Du coup, ils ont mis en stand-by, en tout cas sur la partie front, et c'est là où ils ont décidé de faire appel à un UX designer et à un DA web pour pouvoir retravailler tout ça, en fait. Et du coup, ils nous ont recrutés en urgence, moi et donc Josie, qui a été notre DA web pendant le projet. Et mais le truc, c'est qu'en fait, comme ils étaient déjà lancés et qu'ils avaient déjà travaillé sur toute la com, ils avaient lancé un énorme grand plan de com avec relais presse, les réseaux sociaux, etc. Et la date de lancement était prévue pour 10 jours plus tard. Donc nous voilà partis. On prend le sujet en main. On essaye de s'intégrer dans une équipe et sur un projet qui est déjà en plein lancement. Donc faut arriver à s'intégrer dans l'équipe, prendre le sujet en main, comprendre le contexte et faire l'état des lieux de ce qui a été fait, de ce qui va pas, des feedbacks qui ont été déjà donnés, et faire des propositions d'amélioration. Donc là où ce qu'on a travaillé, c'est la simplification
notamment de l'arborescence et de l'architecture de l'information en fait. Une simplification des parcours utilisateurs, pas forcément simplifiés par rapport à ce qu'ils avaient réfléchi, mais plus pertinents par rapport à la manière dont on imaginait que les jeunes allaient naviguer sur ce site, mais sans remettre tout en question. Parce que il fallait vite, et puis il y avait déjà un gros travail qui avait été fait précédemment. Donc moi j'ai travaillé 3-4 jours. J'ai fait une revue de tous les contenus. J'ai réorganisé et regroupé et proposé une nouvelle navigation. J'ai fait des propositions de fonctionnalités qui n'avaient pas, en tout cas pas encore été réfléchies, de type comment faire une recherche de contenu, pour donner un exemple. Du coup, je leur ai apporté des wireframes. Ils avaient pas encore réfléchi à la partie responsive, et donc comment sur mobile les jeunes allaient pouvoir naviguer sur le site. Donc il y avait aussi cette partie-là qu'il fallait aussi pousser et prendre en main. Et donc j'ai pas mal travaillé évidemment avec l'ADA Web qui a pris le relais derrière pour retravailler les maquettes. Donc voilà ce qu'a donné après notre retravail le site. En gros, pour vous expliquer le concept, donc ils sont partis sur le concept de quartier et de maison de quartier, dans lesquels les jeunes pourraient aller trouver un certain nombre de contenus sur des thématiques différentes, de type art, bricolage, do it yourself, enfin tout un tas de thématiques. Ça pouvait être aussi de la philosophie, du journalisme, etc. Et dans chaque maison de quartier du coup est alimentée par le contenu de chaque association proposant à chaque fois des contenus différents qui lui est propre. C'est du contenu qui n'est pas hébergé sur le site. Le site en fait est une vitrine quand l'utilisateur clique sur un contenu qui l'intéresse, en fait, il va être amené, en tout cas pour la plupart des contenus, amené sur le site de l'association. Mais du coup, c'est un portail, quoi, pour qui donne accès à du contenu de tout type. Alors, les difficultés qu'on rencontre quand on travaille comme ça sur ce type de projet et dans ce contexte-là. Donc, intégrer une équipe qui est déjà constituée, peu importe qu'on soit en période de confinement ou pas confinement, c'est toujours un petit peu compliqué. Surtout quand le projet est aussi avancé que ça. Évidemment, tout se fait à distance. Donc, en fait, c'est pas tellement le fait de le faire à distance, parce qu'on s'est tous rendu compte ça marchait très bien, mais c'est surtout la démultiplication des outils qu'on utilise. Le téléphone, on va être appelé par le chef de projet, et puis après on va échanger sur la groupe WhatsApp, et puis on va recevoir des mails du porteur de projet côté association. On a le Drive sur lequel on met nos avancements, etc. Enfin voilà, il y a une démultiplication d'outils qui fait que c'est parfois pas simple, mais on y arrive. Le plus gros point, et ça Sébastien l'a bien précisé, c'est qu'effectivement on n'a pas accès aux utilisateurs. Donc on fait comme on pense que c'est le mieux, et puis en fait on teste par un lancement, et puis voir après en termes d'indicateurs ce que ça donne, parce qu'en fait on n'a pas le choix. Et nous, on a eu des difficultés d'accès aux développeurs parce que lui, il était tout seul. C'était un développeur qui faisait partie de l'association Les Petits Débrouillards. Et lui, il était tout seul à développer son truc. Et en fait, il avait vraiment la tête dans le guidon. Et nous, on avait, comme on arrivait tout juste sur le projet, on n'avait pas eu de discussion du tout technique avec personne. On avait pas mal de questions sur, en termes de fonctionnalité, qu'est-ce qu'on pouvait faire, ne pas faire, etc. Et on a eu beaucoup de mal à arriver à discuter avec lui.
Après, il y a quand même des choses qui ont été assez faciles, hein, parce que le représentant des associations était très à l'écoute et très ouvert à toutes les propositions qu'on faisait. Donc ça, c'était vraiment appréciable. Les cycles de validation, du coup, étaient relativement rapides parce qu'il y avait beaucoup d'échanges entre nous. Et puis aussi de pouvoir compter sur l'équipe Free et Dispo, qui était une équipe très dynamique et très sympathique et très impliquée. Donc, je vous laisse une de nos nombreuses réunions en ligne. C'était une équipe qui était très pluridisciplinaire, hein. Donc, chef de projet, DA web, relations presse, motion designer, dev front-end, etc., etc. On était alors j'ai pas moi travaillé en direct avec tout le monde, mais je crois qu'au total on devait être entre 10 et 15 sur ce projet. Alors aujourd'hui, du coup la plateforme Débloc a été lancée, elle est en ligne et les premiers indicateurs sont enfin en tout cas J+7 était plutôt encourageant. Le plan de com a bien évidemment été lancé, même s'il a été finalement un tout petit peu retardé et a très bien fonctionné. Et les associations continuent d'enrichir le contenu. Et ce qu'ils veulent, en fait, c'est vraiment pérenniser le service. C'est-à-dire qu'ils ont réfléchi le projet en disant, là, aujourd'hui, en période de confinement, comment on fait pour occuper nos jeunes? Mais en fait, c'est vraiment un service qui est destiné à être pérennisé. Et quant à Free et Dispo, ils ont arrêté l'activité de bénévolat le 31 mai. Mais comme vous pouvez le voir, il y a eu beaucoup de positifs parce que mine de rien, ils ont quand même pu aider pas mal de gens sur pas mal de projets. Et du coup, c'était une belle aventure pour eux qui s'est terminée. Voilà pour ce projet. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ce projet-là. Alors, pour le moment, non. Moi, j'en aurais une justement sur la globalité des projets dans l'ensemble. Je l'énoncerai après, je pense. D'accord. Ok. Donc, je pense que tu peux entamer le deuxième volet. D'accord. Donc le deuxième projet sur lequel j'ai travaillé pendant cette période de confinement, c'est un projet que j'ai moi-même monté, qui au final va même plus loin que des sujets que juste la crise actuelle. C'est un projet en fait qui est venu un peu de mon expérience personnelle au moment où j'avais des compétences et du temps pour m'investir. Et j'avais donc ce temps et ces compétences, je voulais m'investir dans des projets, mais j'avais pas moi-même forcément d'idées à réaliser. Et en fait, j'ai senti que du coup, il me manquait un espace où je pourrais trouver les bonnes idées, des sujets qui me touchent, pouvoir proposer mon expertise, m'investir dans la réalisation de quelque chose de vraiment concret. Et du coup, au fur et à mesure, hein, pendant le confinement, évidemment, il y a différents sites, groupes de ce type qui sont créés. Pour la plupart, ça a été des services ponctuels hein, qui étaient en réaction à la crise actuelle. Mais c'est vrai qu'il y a du coup, j'ai vu en faisant pas mal de mes recherches qu'il y a eu quand même un gros engouement pour le partage des compétences. Et du coup, j'ai commencé à réfléchir à un concept qui est né de plusieurs questionnements, donc de ce qui se passe aujourd'hui, des problèmes sociétaux, environnementaux et des défis qu'on rencontre aujourd'hui. Des projets, des sujets sur lesquels moi j'avais envie de m'investir et qui du coup avaient du sens pour moi. Et aussi de la conviction que beaucoup de gens ont envie de s'investir pour faire évoluer. Et que en fait peu de gens finalement savent comment faire. Et du coup j'ai commencé à réfléchir à un concept. L'idée c'est de favoriser, de faciliter des rencontres entre personnes
pour faire émerger, grâce à l'intelligence collective, des projets qui ont des impacts sociétaux et environnementaux positifs. L'idée, c'est de créer le lien entre les personnes qui ont des idées, mais qui n'ont pas forcément les compétences ou les moyens ou le temps de les réaliser, et des personnes qui ont des compétences, des moyens, qui ont envie d'entreprendre, mais qui n'ont pas forcément l'idée à faire, quoi. Donc, créer du lien pour pouvoir concrétiser des projets, accompagner du coup l'émergence de bonnes solutions pour aller vers un mieux vivre, un mieux-être dans notre société. Favoriser la résilience de notre société et des gens en règle générale. Favoriser l'intelligence collective, mais dans l'objectif du bien commun. Et avoir un impact sur la mentalité des populations en montrant qu'en fait, tout le monde peut avoir de bonnes idées et qui peuvent être réalisables. Donc, en gros, pour schématiser, l'idée, c'est ça. C'est créer des espaces de rencontre. Ça peut être des espaces digitaux comme physiques. Encourager le partage de compétences, d'idées et du coup la réalisation de projets. Et accompagner les utilisateurs dans leurs échanges et le montage d'équipes et de projets. Donc j'ai fait tout un tas de réflexions. J'ai un mur Miro qui est énorme avec plein de post-it dans tous les sens. Et puis je me suis sentie un peu seule, donc j'ai commencé à partager mon embryon de projet sur différents groupes pour voir s'il y avait d'autres personnes qui seraient potentiellement intéressées pour réfléchir ensemble. Du coup, j'ai eu plusieurs contacts, dont une UX designer, Charlotte. En fait, j'ai eu 2 contacts intéressants, notamment une UX designer, Marie, qui avait commencé à travailler sur un projet similaire. Donc, pour le coup, on a pu pas mal échanger. Et Charlotte, qui elle s'est investie parce qu'elle était intéressée par le sujet. Pareil, elle avait du temps et elle avait envie de mettre ses compétences à profit. Et du coup, elle m'a aidée sur la partie benchmark et la recherche utilisateur. Ce qu'on a réalisé du coup pendant le confinement, donc c'est toute la définition de la vision du projet qui continue encore à s'affiner. Hein. J'en suis vraiment qu'au début. On a réussi à faire quand même une recherche utilisateur. J'ai lancé 2 questionnaires en ligne pour lesquels j'ai eu entre 50 et 100 réponses à peu près, grosso modo. Et on a réussi à interviewer 13 personnes. Donc ce sont des interviews bien évidemment en visio, mais du coup qui ont apporté pas mal de grains à moudre. On a commencé un benchmark des outils, des collectifs, des associations, des solutions déjà existantes, de l'écosystème existant, pour savoir où est-ce que se situait ce projet et ce qui existait autour et est-ce qu'il y a peut-être des ponts à faire entre les différentes choses existantes. Et commencer à réfléchir à des cas d'usage. Aussi. Les réussites, c'est que du coup, le fait d'être en confinement, et c'est qu'on a du temps pour faire de la recherche, de la veille, et puis pour réfléchir. Les gens sont dispo pour répondre à la recherche utilisateur. Donc c'était pas mal. J'aurais bien évidemment aimé pouvoir avoir des entretiens, mener des entretiens, des discussions en présentiel, mais ça, maintenant je vais pouvoir le faire. Mais à ce moment-là, c'était quand même bien que les gens puissent se rendre disponibles. Les difficultés, c'est de s'être senti seul et isolé pour réfléchir au projet, et puis la limite physique quand même si les visios ça fonctionne bien, il y a quand même une limite physique qui fait qu'on peut pas plus difficilement aller à la rencontre des gens. Donc aujourd'hui où j'en suis, je continue. Je me suis inscrite dans un sprint qui est mené par Make Sense,
qui est une association qui aide les entrepreneurs dans le secteur du social. Et leur but, c'est d'aider les gens à monter leurs projets à impact social et environnemental. Et du coup, on a commencé la semaine dernière. Donc ça, c'est en cours, donc ça va me permettre de pouvoir être accompagnée, puis d'aller plus loin dans ma recherche utilisateur. Je pense qu'assez rapidement, je vais être confrontée à la difficulté de continuer seule, et donc alors le besoin de pouvoir trouver des personnes qui veulent bien s'impliquer dans ce projet et m'aider à le lancer. Ça m'a aussi amené à réfléchir à mon rôle en fait du UX designer et à réfléchir à ce que je voulais faire en vrai dans mon activité, les projets sur lesquels j'ai envie de m'investir, les sujets que j'ai envie de traiter, comment et à faire tout un tas une grosse réflexion sur moi, mon rôle en tant que designer, ce que j'en fais et où est-ce que je m'investis en fait. Donc voilà pour ce projet. Si vous avez des questions. Alors déjà merci. Moi j'ai deux questions qui concernent justement vous deux pour le coup. C'est des sujets justement pour comment on peut dire ça, pour aider les gens, pour pour aider les gens, l'environnement sociétal, environnemental et autres. Ça c'est il y en a énormément justement sur on en trouve énormément sur des plateformes, sur des justement des Slack collaboratifs et autres. Ma question c'est comment comment vous avez fait votre choix justement d'intervention sur ces sujets-là? Est-ce que c'est celui qui vous a ouvertement le plus touché? Est-ce que c'est celui où vous pensiez vous allez être le plus utile? Est-ce celui qui avait une chance d'aboutir? Voilà, c'est en fait, qu'est-ce qui a été le plus décideur selon vous, justement sur sur ces choix de projet? Alors moi sur des blocs en fait alors si ce que j'ai pas dit c'est que j'avais été contactée par l'APHP à un moment donné mais j'ai jamais réussi à rejoindre leur groupe Slack donc j'ai fini par abandonner l'idée. Et en fait, Free et Dispo, ça a été les seuls à me proposer réellement quelque chose. Et du coup, en fait, je me suis même pas posé la question de savoir si j'acceptais ou j'acceptais pas. Le seul truc qui me posait question à ce moment-là, c'était qu'est-ce que j'allais faire sur mon ordinateur. Mais au final, je me suis débrouillée. Mais moi, clairement, je me suis du coup même pas posé la question de savoir si j'allais accepter ou pas, quoi. C'était clair que oui. Moi, je veux bien répondre à ta question aussi, Jocelyn, Oui. si ça t'intéresse. Mais oui, justement. Parce que pour le coup, c'est une bonne question que je m'étais jamais posée. Mais moi, je crois qu'en fait, j'ai pas vraiment choisi dans le sens où quand tu cherches à t'engager dans une initiative, c'est vrai que quand il y en a une qui passe, tu l'observes et tu regardes ce que tu peux faire. Et moi, c'est un petit peu ce que j'ai fait quand je suis arrivé dans ce hackathon, c'est-à-dire que je suis allé voir plusieurs projets, j'ai regardé ce qui existait et j'ai rebondi sur ce qui existait. Et déjà, j'ai vu si j'arrivais à rebondir. Des fois, t'as pas grand-chose à dire parce que tu te dis, je sais pas, soit tu comprends pas le projet, soit tu vois pas l'intérêt. Donc, si t'arrives pas à rebondir, déjà, c'est que, enfin moi en tout cas perso, si j'arrive pas à rebondir, c'est que sans doute j'ai rien à apporter ou rien à faire là. J'ai rebondi sur plusieurs projets et puis là, la façon dont les équipes prennent en compte tes remarques. Et moi, pour le coup, quand je fais des remarques, je fais pas semblant. Je veux dire, si je suis là pour donner mon avis, je le donne. Je l'ai donné à l'équipe de Regulate, je l'ai donné à l'équipe de Instant Visio, mais je l'ai donné aussi à, par exemple, l'équipe d'Inomed qui a monté une appli de gestion d'élite qui est hyper bien aussi. Et en fait, c'est assez étonnant. Je sais pas si c'est propre aux gens qui font des hackathons, mais ils sont hyper ouverts à la critique. Et en fait, ils ont intégré quasi immédiatement toutes les infos que j'avais fait remonter et que perso, je pensais qu'ils pourraient, tu vois, même limite mal le prendre. T'arrives, tu donnes ton avis, ils te connaissent pas. Et en fait, pas du tout.
Et c'est comme ça que, en fait, que je me suis intégré. Et le fait que ce soit des projets très opérationnels avec des gens de terrain, ça favorise aussi, enfin, ça te donne un crédit, ça te donne l'impression que tu vas faire quelque chose qui va finir sur le terrain. Et cette dimension-là a été présente dès le début. Et c'est vrai que l'histoire prouve que 8 jours plus tard, les 2 applis sur lesquelles j'ai bossé étaient effectivement opérationnels sur le terrain. Et ça, tu le ressens assez vite, en fait. Merci. Alors, je suis en train de lire en même temps une autre question posée par Gianni. Alors, comment est-ce que cette crise a impacté votre façon de faire? Qu'est-ce que vous allez faire différemment maintenant, en gros? Gianni, tu as raté ta carrière de journaliste, je pense. C'est difficile. Je sens que Marie-Cécile a plus envie de répondre que moi à cette question. Est-ce que c'est réellement la façon de faire? Je crois pas. C'est plutôt, enfin, en tout cas pour ma part, c'est pas tellement dans la façon de faire, c'est plutôt où j'ai envie de faire en fait, et sur quel projet, sur quel sujet, dans quel secteur. Au final, les méthodologies qu'on utilise, on continuera à les utiliser et elles ne changeront pas. Là, on a fait un peu de la guérilla, comme tu disais, Sébastien, l'autre jour, enfin tout à l'heure, mais si on avait pu faire comme on fait d'habitude, on aurait fait comme on fait d'habitude. On serait allé voir les utilisateurs, on les aurait questionnés, enfin voilà. Donc pour moi, en fait, là aujourd'hui, la question c'est plutôt ouais, vers quel type de client j'ai envie de me tourner en fait, pour ma part. D'accord, c'est plutôt une question de sens personnel sur le projet. Ouais. D'accord. Je réponds à la question. Alors j'en ai encore une autre c'est bien parce que ça me fait. J'ai plein d'idées en parallèle, mais j'ai une question à vous poser qui est un peu. Alors, c'est justement là actuellement les affectations sur comment ça s'appelle, les différents sujets, ça a été fait en mode justement rapide, il fallait répondre dans l'urgence et donc vous avez justement mis en place des MVP justement pour répondre à des problématiques. Ma question c'est qu'est-ce qui se passe par la suite? Est-ce que vous allez continuer à suivre ces sujets? Est-ce que vous allez justement les accompagner sur un projet plus long terme? Est-ce que vous pensez que vous avez fait votre job et essayer de voir d'autres choses et laisser vivre ce projet en l'état? Moi, pour ma part, le futur de chacun des 2 projets est identifié et clair. Concernant Reguled, ça a été avec le déconfinement, ça a été réactivé pour éventuellement servir à cette période-là. En l'occurrence, ça a été moins utile à cette période parce que finalement, le déconfinement s'est quand même relativement bien passé, même à Strasbourg. L'idée, c'est d'essayer de faire en sorte que les 103 SAMU de France utilisent cet outil, sachant que l'idée, c'est à la fois de le répandre sur le territoire national, mais peut-être aussi de faire en sorte qu'il soit utilisé pour d'autres pathologies, pourquoi pas des pathologies plus quotidiennes. Il y a aussi cette idée, pourquoi pas, de créer une sorte de bibliothèque de consignes qui, elle, serait toujours accessible, si tu veux, depuis en tant qu'opérateur du SAMU, tu aurais accès à toutes les consignes, mais peut-être qu'une partie de ces consignes sont des consignes qui sont administrées, pourquoi pas, par des hautes instances sanitaires qui, en cas de crise, auraient la possibilité, du coup, si tu veux, de dispatcher des consignes à l'échelle nationale pour qu'il y ait vraiment une espèce d'homogénéisation à l'échelle du pays de certaines consignes. On a notamment pour Reguled postulé à l'appel qui avait été fait par le ministère des Armées qui avait débloqué de gros budgets là pour aider des initiatives anti-Covid. Notre appli n'a pas été retenue parce qu'elle correspondait sans doute
pas ce qu'ils cherchaient, bref. Donc on est toujours dans cette dynamique-là. Et puis pour Instant Visio, on s'est monté en association à l'initiative toujours de Stéphane Luçon, toujours avec sa vision très humaniste. Donc Instant Visio aujourd'hui, c'est une association de défense du droit de chacun à communiquer avec ses proches. Et l'appli Instant Vision, c'est un peu la figure de proue de cette association et de cette défense de ce droit. Ok. Je pense. Oui. Sur des blocs, juste pour répondre rapidement, je sais que Oui. des blocs, le site existe et le service continue. Je suis restée en contact avec l'équipe projet. Si demain ils m'appelaient parce qu'ils ont besoin de 1 ou 2 jours que je les aide pour améliorer des choses, je le ferai avec plaisir. Ouais. Il n'y a pas de souci. D'accord. Ouais, parce que je sais que le plus dur parfois, c'est d'arriver à lâcher un projet. Ouais, bah, suivre. Donc c'est pour ça que je pose la question en fait. Ouais. Je suis toujours dans le groupe WhatsApp des gens qui ont participé au projet. Alors, je pense qu'on va bientôt arriver, du moins, on va arriver sur le mot de la fin. Donc, il y a pas mal d'échanges qui se font. Alors, il y a NG qui a aussi beaucoup interagi sur la partie conversation, qui a créé justement un channel dédié dans le Slack Flupa, qui s'appelle Covid-19 projet bénévole de mémoire. Donc, vous pouvez le rejoindre justement si vous avez des idées de projets, si vous souhaitez partager justement des références, des éléments, ou peut-être il peut y avoir des points de jonction avec des projets qui ont été présentés ce soir. Donc, ne pas hésiter justement à contacter Sébastien, Marie-Cécile. Et voilà, le lien est arrivé très vite dans la conversation. Merci Angie. Donc, je pense que du moins on va s'arrêter là pour ce soir. On se donne rendez-vous pour une prochaine session, la numéro 4. Donc on n'a pas encore choisi ni le thème ni autre. Donc si vous avez des sujets, on est toujours à l'écoute et on vous remercie et passez une bonne soirée pour tout le monde. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci bien. Merci Seb. Merci à tous. Merci Cécile. Merci à toi, Jocelyn. Merci Marie-Cécile. Allez, bonne soirée. Bonne Merci soirée. beaucoup. Bonne soirée.